Bonsoir à toutes et à tous et merci de préférer ESAE TV pour vous informer. Tout de suite, le sommaire. Les partis politiques Force Cori pour un Bénin émergent, l'Union progressiste Le Renouveau, Bloc républicain et Mouel Bénin ont procédé cette semaine au dépôt de dossiers de candidature à la Sénat dans le cadre des législatives de janvier 2026 au Bénin. La FCBE fut le premier parti à se faire enregistrer. Vous suivrez en début de cette édition les déclarations respectives des représentants de chaque parti après le dépôt des dossiers. Les députés de la 9e législature ont révisé la semaine écoulée la constitution béninoise désormais actée et inscrite parmi les innovations. À cela s'ajoute la création du Sénat, l'harmonisation des mandats à 7 ans, qu'ils soient présidentiels, législatifs ou communales. Que comprendre réellement de cette révision constitutionnelle? Élément de réponse dans ce journal avec quelques autorités compétentes qui se sont prononcées sur la question. 9e journée de la Ligue professionnelle de football, saison 2025-2026. Damissa FC s'impose face à Espoir FC sur le score de 1-2-0. Une victoire qui permet aux hommes de Ndali de remonter après leur défaite contre Coton FC ce mercredi. Le point des autres rencontres pour le compte de la 9e journée dans quelques instants. À nouveau, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous avec cette livraison de l'actualité. La Force Cori pour un Bénin émergent FCBE a déposé son dossier de candidature dans le cadre des élections législatives de janvier 2026 au Bénin. Paul Hongpei et les siens ont foulé le sol de l'institution en charge de l'organisation des élections dans la matinée de ce mercredi 19 novembre et devient le premier parti à se faire enregistrer. Suivez dans cet élément la déclaration du porte-parole de la délégation du parti FCBE, Idrissou Bakou. Nous sommes le premier parti à venir déposer les dossiers dans le cadre des élections législatives de janvier 2026. Alors, notre sentiment, c'est le sentiment de fierté. Parce que, vous savez, depuis 2020, nous avons participé à toutes les élections. Nous en avons déjà l'expérience en matière de préparation et de montage de dossiers. Donc, actuellement, les dossiers sont en analyse et nous avons la certitude que tout se passera très bien. Après l'analyse, nous allons recevoir certainement le récépissé provisoire avec peut-être une ou deux pièces qui vont manquer, qui peuvent être complétées peut-être avant la fin même de l'analyse des dossiers. Donc nous sommes venus pour un objectif de recevoir le récépissé définitif. Et nous rassurons nos militants, nous ne sommes pas à notre première expérience, je l'ai dit tantôt. Et même en 2023, qu'ils vous souviennent, c'était le premier parti à déposer ces dossiers. Et au moment où on intervenait, on avait accordé une petite interview à la presse, on avait donné l'assurance. Donc nous donnons encore la même assurance sur les pièces, la qualité de nos pièces et sur, disons, le fait que nous allons remplir toutes les conditions pour être en lice dans le cadre des prochaines élections législatives en République du Bénin. Toujours dans le cadre des élections législatives de janvier 2026 au Bénin, après le parti FCBE, c'est au tour des partis Union progressiste Le Renouveau UPR, Bloc républicain BR et Mouel Bénin de faire leur dépôt de dossier. Suivez dans cet élément les propos de chaque représentant de parti. Ils sont au micro de ESAE TV. Nous avons reçu notre récépissé provisoire. Voilà, notre récépissé provisoire. Le procès verbal également. Voilà. Qui mentionne bien que 4 pièces communes étaient attendues et nous avons fourni les 4 pièces communes. 1962 dossiers, pièces étaient attendues. Nous les avions fournis. Donc notre complétude, la complétude de nos dossiers est à 100%. Au nom du président du parti, je remercie tous les camarades qui nous ont permis, l'équipe technique nous a permis
de faire ce travail formidable. Merci à tous les militants et nous attendons l'étude au fond. Et si l'étude au fond révélait éventuellement quelques incohérences que nous devrions corriger, alors que là aussi, nous pensons que nous n'en aurons pas, mais la perfection ne s'attend pas de ce monde. Donc, nous partons ce soir de la Sénat, le cœur léger, d'avoir fait le travail comme il le faut. Je puis dire que 1962 pièces sur 1962 sont fournies par notre parti, le Bloc républicain, le parti du cheval blanc cabré. Et on nous a délivré tout à l'heure le récépissé provisoire parce qu'ils ont fait les vérifications de la complétude et tout est nickel. Voyez-vous, au Bloc républicain, on ne fait rien à peu près. Nous nous attelons à faire ce qui est bon, ce qui est juste et sans faute. Donc aucune observation n'a été faite à l'endroit du Bloc républicain. Je voudrais donc, au nom du président du parti, le ministre d'État, Abdoulaye Diop Tchane, remercier tous les responsables du parti, tous les militants, particulièrement les candidats qui ont fait montre de discipline et qui ont mis les pièces à notre disposition, qui nous ont permis à temps d'être à jour et de venir déposer à l'heure, en restant dans le délai prescrit par la loi, notre dossier ici même à la Sénat. Je voudrais donc les exhorter pour la suite, de rester mobilisés pour les jours à venir, parce que le combat c'est sur le terrain, la victoire sera gagnée donc au fruit de l'effort. Je voudrais compter sur chacun de nous pour que nous puissions, au soir du 11 janvier 2026, applaudir que les fleurs ont tenu la promesse, donc les fruits plutôt ont tenu la promesse des fleurs. Moi, Bénin est venu remettre encore une fois sa déclaration de candidature. Nous sommes un groupe de jeunes, de femmes, de différents âges, autodéterminés, très résilients, d'accord, qui savent se relever après chaque chute. Nous n'avons pas pu être qualifiés pour les élections communales, mais ça n'a pas fait l'objet d'un découragement à notre niveau. C'est vrai, ça fait mal, mais c'est dans l'espace de quelques secondes. Nous avons repris conscience et nous sommes revenus à la charge. Nous avons fait le maximum. Au niveau de Moyen Bénin, le maximum est fait. Le reste, c'est Dieu qui va en décider. Parce que nous sommes tous des croyants, chacun dans son obédience. Et on sait que, quelle que soit votre initiative dans la vie, si Dieu ne bénit pas, ça ne se réalise pas. Nous ne serons pas au communal parce que Dieu en a décidé comme ça. Si nous serons aux législatives, c'est Dieu qui va en décider, à travers les hommes, bien sûr. Donc nous attendons. Mais nous sommes très confiants que cette fois-ci, Dieu va jeter son regard bienveillant sur ces jeunes, sur ces femmes autodéterminées qui se sont battues pour être quand même tout le temps parmi les plus grands partis du Bénin. Ce n'était pas donné à n'importe quel parti de répondre aux élections communales. Nous avons pu allier tous les 3630 candidats qui nous avaient été demandés dans une base de données de près de 6000 potentiels candidats. C'est une richesse qui est là. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas en profiter. Mais demain qui vient là, nous allons faire parler de nous. Parlons des législatives. Moi, je n'ai pas de doute que nous aurons un récépissé définitif. Là, je prends autorité sur l'univers pour dire que nous aurons le récépissé définitif. On poursuit cette édition. La révision de la Constitution béninoise est désormais actée et est inscrite parmi les innovations. À cela s'ajoute la création de la Sénat, l'harmonisation des mandats à 7 ans, qu'ils soient présidentiels, législatifs ou communaux. Que comprendre réellement de cette révision?
acté le 15 novembre dernier. Élément de réponse avec l'un des co-initiateurs, Ake Natondé, député à l'Assemblée nationale. Des propos recueillis par Benet TV. Cette révision constitutionnelle qui est intervenue n'a pas changé la réforme républicaine de l'État. Les choses essentielles qui ont fait objet de jurisprudence, qui ne peuvent pas être touchées, n'ont pas été touchées. Il a toujours été dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats. Et ça a été encore confirmé. Mais la durée du mandat, ce n'est pas la première fois que nous changeons. Les députés avaient des mandats de 4 ans et entre-temps, la révision intervenue en 2019 a porté ce mandat à 5 ans. Aujourd'hui, étant donné que le Bénin a pris son envol pour le développement, on a estimé que si nous assurons plus de stabilité, que nous rassurons plus les investisseurs, ils viendront davantage investir dans notre pays. C'est pour ça que les députés ont estimé qu'il fallait faire un amendement pour porter tous les mandats qui sont à 5 ans à 7 ans. Nous nous sommes assurés de la neutralité politique des membres que nous avons voulu mettre dans le Sénat. Au premier tour du vote, c'est-à-dire lors de la recevabilité, on avait eu 87 voix contre 22, certes, mais au second, quand on a été en commission, j'ai vu certains collègues de l'opposition qui ont commencé par travailler dans le sens de l'amélioration du texte. C'est leur droit le plus absolu s'ils estiment que ce qui est proposé est conforme. Parce que créer un Sénat où vont se retrouver Patrice Talon, Oni Yahi, pour se parler en tant que digne fils du pays. Mais quoi de mieux? Certains députés de l'opposition qui ont même voté contre, peut-être les 19, avaient vraiment au fond de leur cœur que c'était la bonne voie que nous étions en train de poursuivre. 3 personnes parmi eux ont décidé d'accorder leur soutien au projet et c'est passé comme une lettre à la poste avec 90 voix pour. Sylvanus Aïssi, acteur politique, militant du bloc républicain et président de la fondation Sylvanus Aïssi, s'est également prononcé sur la révision de la Constitution opérée par les députés béninois le week-end dernier. C'était à la faveur d'un point de presse donné en présence de plusieurs professionnels des médias ici au micro de ESAE TV. Dans la nuit du jeudi à vendredi 13 au 14 novembre 2025, l'Assemblée nationale a adopté une révision constitutionnelle d'une portée significative. Il importe, en ce moment charnière, de prendre la parole pour éclairer l'opinion. Analyser quelques-uns des options retenues et ouvrir le débat sur les perspectives qu'elle dessine pour notre pays. Ce qui s'est joué au Parlement est le fruit d'un processus long, complexe et exigeant. Une révision constitutionnelle requiert non seulement un savoir-faire juridique, mais aussi une vision politique, un sens de responsabilité et d'une capacité à anticiper les besoins du pays. Les députés ont engagé un travail avec sérieux, avec un contexte où les défis nationaux exigent des constitutions plus cohérentes, plus stables et plus adaptées aux objectifs de développement. Je souhaite saluer ici la détermination du législateur. Par-delà les divergences d'approche, les représentants du peuple ont su examiner chaque disposition avec rigueur, mesurer les implications pour équilibrer des pouvoirs et prendre en compte les aspirations de la société. Leur engagement a permis d'aboutir à une réforme qui modifie des éléments essentiels du fonctionnement de notre République. Je ne parlerai que de 2 grandes réformes ici. Les autres, nous aurons d'autres occasions pour en discuter.
la révision des mandats électifs vers des cycles politiques plus stables. La première mesure majeure est l'allongement du mandat présidentiel, du mandat des députés et de celui des élus locaux à 7 ans. Cette décision constitue un changement profond dans l'architecture de notre système politique. Sur le plan institutionnel, porter ces mandats à 7 ans vise à stabiliser la gouvernance. Dans un pays où les exigences du développement demandent constance et visibilité, un mandat plus long permet d'inscrire l'action publique dans un temps cohérent avec la durée des réformes structurelles. Les acteurs publics pourront ainsi mieux planifier, mettre en œuvre, évaluer et ajuster les politiques sans interruption électorale trop fréquente. Ce choix, naturellement, suscitera le débat. C'est normal. Dans une démocratie vivante, il appartiendra aux institutions, aux citoyens et aux responsables publics d'en discuter avec objectivité afin de comprendre cette nouvelle temporalité politique pourra servir l'intérêt national. 2. La création d'un Sénat, un nouvel étage dans l'édifice républicain. La seconde disposition marquante est l'instauration d'un Sénat. L'introduction d'une chambre haute dans notre système parlementaire constitue une évolution institutionnelle majeure. La création du Sénat répond à une logique de rééquilibrage institutionnel. Elle introduit un second niveau de réflexion et de contrôle dans le processus législatif. Le rôle des médias sera décisif pour assurer une information fiable et équilibrée. Celui des institutions sera déterminant pour garantir les explications techniques et pédagogiques. De ma part, je resterai disponible pour participer à cette dynamique éclairage et pour accompagner, autant que nécessaire, la compréhension des changements engagés. Mesdames et messieurs, la révision constitutionnelle adoptée ouvre une nouvelle page dans notre histoire institutionnelle. Elle appelle à la responsabilité, au dialogue, à la mobilisation de tout pour qu'elle puisse être comprise et appliquée dans la sérénité. Dans le même registre, à Porto-Novo, quelques jeunes rencontrés dans la ville donnent leur lecture de cette nouvelle architecture institutionnelle. Des propos recueillis par Bénin TV. Le président qui sera là, les élus qui seront là, auront du temps pour pouvoir travailler, pour permettre à notre pays d'évoluer et surtout leur permettre d'atteindre leurs objectifs, et le reste du temps peut servir à la politique, peut servir à d'autres choses. À chaque 7 ans, on aura des élections générales. Cela permettra à ce que notre pays économise de l'argent. Avec ces sages au Sénat, cela va connaître de l'amélioration pour la construction du pays. Donc le Sénat est une très bonne chose. Les anciens présidents et les anciens parlementaires qui avaient déjà vu le pays, qui comprennent déjà comment ça se passe, ensemble, quand ils vont se retrouver dans ce creuset du Sénat maintenant, les choses vont reprendre. Les choses vont aller d'une allure très parfaite que nous-mêmes, citoyens, nous allons beaucoup aimer. Les Béninois sont vraiment contents
particulièrement moi. Quelqu'un qui vient et vraiment, il est pour le bonheur du peuple. Avec 7 ans, il peut faire quelque chose et partir. Et soit maintenant, si les 7 ans-là ne font pas chose, avec un deuxième mandat, il peut faire plus maintenant partir tranquillement. Une institution comme le Sénat, où nous avons le président Boni Yahi, avec le président Talon, futur ex-président, et le président Adrien Humbedji, le président Amonsou, qui siègent ensemble dans une même instance. Est-ce que ça, c'est pas beau ça? Le groupe parlementaire Les Démocrates a réuni les hommes des médias le samedi 15 novembre dernier à son siège à Cotonou pour dénoncer l'adoption à l'Assemblée nationale de la révision de la Constitution béninoise. Le parti juge le processus entaché de graves irrégularités et annonce des recours devant des institutions compétentes. Au micro de ESAE TV, je vous invite à suivre la déclaration de presse faite par le député des Démocrates, Abibou Worokoubou. On regarde. Une proposition de révision de la Constitution a été introduite lors de la section budgétaire. Alors, cette proposition de révision de la Constitution portait spécifiquement sur l'institution du Sénat dans notre Constitution. Et par rapport à cela, la position du Parti Les Démocrates était assez claire. Nous pensons que, à l'heure actuelle, la question de la Sénat n'a pas fait l'objet, la question du Sénat, excusez-moi, n'a pas fait l'objet du débat au sein de notre peuple. À partir de cet instant, il y avait des préoccupations plus importantes. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas été favorables à l'idée de cette révision de la Constitution. Alors, je vais essayer d'expliquer un peu les étapes pour en arriver à l'adoption de cette Constitution. Je crois qu'il y a deux phases. Il y a la phase de la recevabilité de la Constitution, alors, et la phase de l'adoption. Au niveau de la phase de la recevabilité, pour que cela soit recevable, il fallait 3/4 des députés, soit 82 députés. Je crois que la mouvance avait ses 82 députés. Je crois qu'à cette phase-là, nous avons procédé au vote. Nous avons procédé au vote, mais avant le vote, nous avons décidé quel type de vote fallait-il. Est-ce que ce serait au bulletin secret ou à la tribune? Je crois que la majorité a proposé que le vote soit secret. Et au niveau de la minorité, nous avons souhaité que cela soit à la tribune. Ce qui nous a obligés d'aller au vote. Et comme ils sont majoritaires, d'accord, ils ont remporté le vote et nous avons été contraints d'aller au vote secret. Alors, lors de ce vote, on s'en est sorti avec 22 non et 87 oui. Vous comprenez? Ça veut dire donc tous les députés du groupe parlementaire Les Démocrates n'étaient pas favorables à la recevabilité de cette révision de la Constitution. Alors, une fois qu'ils ont eu 87 et nous n'avons eu que 22, ça veut dire que la révision de la Constitution est devenue recevable. Il faut passer alors à la seconde étape. Alors, à la seconde étape, puisque c'est au bulletin secret, nous sommes organisés pour que seulement sur les 22, que nous fassions des procurations pour que seulement 11 votent et chacun des 11 avait une procuration. Et c'est ça qui nous permettait d'avoir les 22 votes au complet.
rien ne pouvait nous empêcher, d'accord, de ne pas avoir les 22. Donc c'est sur cette base que nous sommes allés au vote pour l'adoption. Alors, lors de ce vote, les scrutateurs, il faut que je les nomme ici, c'est l'honorable Avanva Augustin et l'honorable Sofiatou Tchanou, tous de la majorité présidentielle, parlementaire si vous voulez. Donc ce sont les deux scrutateurs, ceux qui étaient appelés alors à organiser cette élection-là. Alors, lors du vote, je peux vous assurer ici que les 22 députés ont voté non. Les 22 députés, d'accord, du groupe parlementaire Les Démocrates ont voté le non. Dans les conditions normales, les résultats devaient nous permettre d'obtenir 87 oui et 22 non. Lors du processus, qu'est-ce qui a pu se passer? Lorsque nous sommes vers la fin du vote, comme par enchantement, il y a eu une coupure d'électricité qui est venue arrêter le processus. Oui, une coupure d'électricité, comme on n'en a jamais eu. Et nous avons demandé alors à ce que le processus s'arrête. Mais malheureusement, le courant est revenu et ce processus a continué. Donc, quand le processus a continué, nous avons continué les votes jusqu'à la fin. Et une fois que nous allons commencer à compter, une fois encore, le courant s'est coupé. Une deuxième fois. Le courant s'est coupé une deuxième fois. Alors, les manœuvres ont commencé. Je crois que ça a fait l'objet de vives protestations de notre part pour constater qu'il y a un processus de fraude qui est en train de s'organiser. Et ce, devant le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui était assis devant nous. Dans l'obscurité, les gens allaient et venaient. Comment c'est possible pour un vote qu'on coupe l'électricité? Est-ce que ce vote-là n'est pas taché d'irrégularité? Est-ce que ce vote est encore crédible? C'est la raison pour laquelle nous avons demandé que le vote soit suspendu. Le courant est revenu. Il fallait encore recompter. Et c'est là on se rend compte que de 22, on est revenu à 18. Oui, on est revenu à 18. Le total faisait 108. On a protesté pour montrer que ça ne faisait pas les 109 que nous avons au début. Protestation sur protestation, on est revenu encore à 19. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Devant la République, où nous avons le président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, qu'on en arrive à cette tricherie-là de haut niveau, alors qu'il s'agit de notre constitution, notre vivre ensemble. Quelle leçon nous voulons donner à nos enfants? Quelle leçon nous voulons donner à la postérité? Je crois que c'est suffisamment grave pour qu'on ne puisse pas se taire. Alors, comme je vous l'ai dit, si nous avons choisi de faire cette conférence de presse, c'est pour parler au peuple béninois. Au stade où nous en sommes, certaines choses peuvent se passer dans les partis politiques,
dans les rues, mais au sein de l'hémicycle, qu'on en arrive à une tricherie si abominable. J'estime que c'est extrêmement grave pour qu'on puisse l'accepter. Et le pire, c'est que ça modifie désormais notre loi fondamentale. Nous pensons que ce vote doit être purement et simplement annulé. C'est la seule solution que nous trouvons. Il faut que ce vote de constitution soit purement et simplement annulé. Parce que ça ne répond à rien. 1. Nous sommes partis sur l'institution du Sénat. De cette institution, il y a eu des amendements, d'accord, qui ont conduit au changement du mandat de 5 ans à 7 ans. Pour les présidentielles d'abord, ensuite pour les législatives et pour les municipales et les communales. Ce qui n'était pas dans la mouture initiale. Mieux, il y a eu des modifications en profondeur que nous n'avions même pas. Et Dieu seul sait aujourd'hui quelle est la dernière mouture qui nous sera présentée. Puisque nous n'avons eu droit qu'au premier rapport. Les autres, nous ne les avons pas. Il y a eu tellement de modifications que pour rien au monde, on ne devait adopter cette nouvelle constitution. Pour le bien de ce pays, si nous aimons véritablement ce pays, je crois qu'il est important qu'on puisse annuler purement et simplement. Oui, pour la simple raison, une constitution, c'est notre vivre ensemble. Réunis en séance plénière, les députés de la 9e législature ont adopté le 15 novembre dernier la loi numéro 2025-20 portant modification de la Constitution du 11 décembre 1990, déjà révisée en 2019. Le texte a été approuvé par 90 voix pour 19 contre et 0 abstention sur les 109 députés inscrits et ayant participé au vote. Reçu par Abdelkader Achiro sur l'émission L'invité matinal de Frimatin sur ESAE TV, Benoît Degla, député de la 10e circonscription électorale et membre de la commission des lois, s'est dit fier de cette démarche. On regarde. Au début du mandat d'un président, lorsqu'il y a une proposition de révision, c'est le olé. Tout le monde crie au scandale parce qu'on s'est dit c'est pour perdurer au pouvoir. Et on dit la même chose aussi à mi-mandat, c'est aussi pour ça. À la fin encore, on dit la même chose. À quel moment, alors dites-moi, à quel moment peut-on alors faire une révision? À quel moment? Donc, raison pour laquelle vous avez attendu que les dossiers de candidature pour la présidentielle soient bouclés pour rassurer que ce n'était pas en faveur de Patrice Talon, c'est ça? Ah, mais pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous savez que le problème du Sénat, des créations du Sénat, ne date pas d'aujourd'hui? On l'avait évoqué en 2019, lorsque ça a capoté. On l'a évoqué en 2024. Même si ça n'a pas fait l'objet de débats sur le plan national, mais on a débattu. Il y a des parlementaires. Il y a des parlementaires qui ont souhaité cela. Mais ce n'était pas passé parce que les conditions n'étaient pas réunies. Donc, ce n'est pas comme ça que c'est venu. La réflexion date d'il y a très longtemps. Et vous avez suivi le président Olo. C'est l'institution qui manque à notre arsenal institutionnel. Et il a dit que ça avait été évoqué à la conférence nationale, mais certains n'étaient pas pour. Voilà. Et donc, si depuis 35 ans ça a été évoqué. La réflexion en débat. En débat. Aujourd'hui, on pense que les conditions ont tellement mûri qu'il fallait oser proposer cela. Et c'est ce que les collègues députés ont fait. C'est pour donner la facilité aux élus d'accomplir
réellement leur mission. Vous savez, le député qui est élu pour 5 ans n'a jamais été élu pour 5 ans. C'était un mandat de 4 ans. 4 ans. Et depuis plusieurs années, c'est passé de 4 ans, c'est passé à moins de 4 ans, 3 ans et puis 2 ans et demi. La révision aujourd'hui permet que ce soit 7 ans. N'est-ce pas trop? Parce que le député qui est élu, je parle tout de l'élu, celui qui est élu, il est pour une mission précise. Il a des obligations vis-à-vis de son peuple. Mais il a des obligations de penser à sa survie politique. Il a des obligations de se battre par rapport à ses adversaires qui ont été battus, qui, au lendemain de son élection, sont en campagne pour le battre aux prochaines élections. Est-ce que à tous ces fronts de bataille, est-ce que l'élu peut véritablement faire son travail? C'est difficile, parce qu'on peut être à l'Assemblée et en même temps être au village. Être à Tokoutouran parce qu'il y a tel problème à Tokoutouran, vous sortez, il faut régler parce que c'est la naissance d'un enfant, etc. On va maintenir l'électorat à sa solde. Mais parce que l'adversaire est là aussi. Il suscite aussi l'adversité sur le terrain. Donc, vous êtes élus, on s'est dit, pour que l'élu, qu'il soit le président, le député ou l'élu communal ou municipal puisse bien faire son travail, qu'on uniformise les mandats. On va uniformiser les mandats et nous allons gagner en coût parce que toutes ces élections vont se dérouler au même moment. Aujourd'hui, le président sera élu bientôt. Les députés, les maires en janvier. Donc une année électorale pour tout le monde. Est-ce que nous n'économisons pas? Est-ce que nous ne gagnons pas sur les charges énormes liées à une élection? C'est à tout ça qu'on a pensé. On s'est dit, mais mettons ça à 7 ans. C'est raisonnable. À 7 ans, le député a suffisamment apprécié son travail, il a suffisamment mûri dans ce qu'il fait. Il peut peut-être rempiler ou ne pas rempiler. Et ça facilite la fluidité dans l'alternance. Quand vous faites 7 ans, il est évident que avoir l'envie de faire encore 7 ans, c'est pas évident. Venons-en à présent à cette deuxième rencontre des préfets au titre de l'année 2025. La dite rencontre a permis aux ministres et préfets présents à Alada de renouveler leur engagement pour une gestion territoriale efficiente en vue de garantir la sécurité lors des élections de 2026. Les précisions dans cet élément que nous propose Bénin TV. Au fur et à mesure que le Bénin se rapproche des élections générales de 2026, le contexte sécuritaire chez ses voisins et les souvenirs des attaques connues par le pays sont encore vifs. Le contexte sécuritaire sous-régional est marqué par le blocus imposé par les groupes armés terroristes dans la chaîne d'approvisionnement en carburant au Mali. Cette nouvelle stratégie qui vise à paralyser les activités économiques mérite d'être suivie avec attention pour anticiper les répercussions possibles sur le Bénin. Du côté du Niger, c'est également le statu quo. Quant au Burkina Faso, les signaux sont positifs au plan national. Plusieurs attaques barbares ont été perpétrées contre les positions des forces de défense et de sécurité depuis nos dernières retrouvailles. Aujourd'hui, une évaluation de la situation sécuritaire du Bénin mérite des orientations et des actions plus promptes. Qu'aucun département n'a été laissé en rade. Il faut maintenant savoir préserver ses acquis et les consolider. Ce qui nous invite tous à relever certains défis majeurs, notamment le civisme, la citoyenneté, plus d'engagement de nos administrations locales à soutenir et accompagner les actions de développement et l'amour pour la patrie. À la conférence des préfets d'Alada, préfets et maires sont invités pour retenir leur prochaine mission. Il s'agit pour eux de faire preuve de vigilance et de sens élevé de responsabilité afin de garantir des communales et des législatives suivies d'une présidentielle apaisée aux populations.
Dans le reste de l'actualité, du 21 au 22 novembre, l'Institut des artisans de justice et de paix, Champ d'Oiseaux de Cotonou, en collaboration avec la Fondation Konrad Adenauer Stiftung, a organisé son symposium annuel sur le thème « Élections pacifiques, alternance politique et cohésion sociale, gage de l'unité nationale au Champ d'Oiseaux de Cotonou ». Au terme des travaux, l'Institut a fait un appel à toutes les parties impliquées pour des élections pacifiques. Suivez un extrait du père directeur de l'IAJP, Eric Agenounon, au micro de ESAE TV. Dans le système démocratique, l'autorité politique est responsable face au peuple. À cet effet, il lui revient inexorablement de travailler à organiser des élections inclusives en donnant à tous la chance de la compétition. Il lui revient d'intégrer et d'incarner les principes démocratiques et d'en faire montre pour une profonde alternance bienheureuse au pouvoir. Cela implique non pas forcément un assouplissement des conditions électorales, mais un travail responsable et fédérateur. Ce travail est indispensable dans le souci de la préservation de la paix et de la stabilité d'une nation qui aspire à grandir. Pour nous, les Africains en général, il est évident que l'assainissement du cadre politique et de l'animation politique s'impose comme un impératif catégorique. Dans ce sens, il est primordial de voter des lois électorales claires, précises, réalistes, en facilitant la participation de tous, c'est-à-dire en offrant une chance légitimement égale à tous les partis politiques. 2. La session commune retient que les élections sont des moments de fête. Si le bilan de cette dernière décennie n'est pas si reluisant, il est souhaitable que celui de l'année à venir et de ceux qui viendront soit meilleur. Pour ce faire, le premier défi à relever est celui de la promotion d'un dialogue inclusif et constructif entre tous les partis politiques et tous les acteurs nationaux pour prévenir les conflits. Dans ce sens, il est déterminant de résister à la tentation de produire des lois étroites d'inspiration princière. Doublement, l'on pourrait faire face à la division sans cesse croissante, ni explosif de conflits, en pensant à mettre en place des instances de médiation pour gérer les tensions avant, pendant et après les scrutins, sans compter la mise en place des mécanismes indépendants, fiables et sûrs pour la supervision des élections, pour en assurer la transparence, gage de la légitimité du résultat des urnes. Il s'agit en clair de renforcer le crédit du cadre institutionnel et la transparence électorale dans la conscience du devoir citoyen. 3. Le droit de vote est un droit inaliénable pour tous les citoyens et citoyennes de tout pays. Il est crucial à cet effet de prendre à cœur l'éducation civique et la participation citoyenne en sensibilisant les citoyens sur l'importance du vote et le respect de la différence. Dans le même sens, il est temps d'inciter chez le Béninois la conscience du devoir civique d'un vote mûr et responsable.
encourager la jeunesse et les groupes marginalisés à s'impliquer activement dans le processus de socialisation citoyenne. Le président de la Fondation internationale des Lions Club, Fabricio Oliveira, a effectué ce mardi une visite au Bénin. Accompagné du gouverneur du district 403A4 du Lions Club, Hervé Chiakpe, Fabricio Oliveira et sa délégation ont effectué plusieurs activités, notamment la visite de la banque d'insuline, le lancement de la rénovation du centre des Grands Brûlés du CNHU et une audience au ministère des Affaires sociales et des microfinances. Le point avec ESAE TV. Visite officielle du président de la Fondation internationale des Lions Club au Bénin. Le lion Fabricio Oliveira et sa délégation ont été accueillis avec tous les honneurs. Cette visite s'inscrit dans un cadre particulier. Toucher du doigt les différentes réalisations financées par le LCIF. Le choix du Bénin pour cette tournée africaine du président est un privilège. C'est une personnalité au sommet de notre association. Mais maintenant, s'il arrive au Bénin, c'est parce qu'il a choisi de visiter certains pays africains et il en a choisi 3. Il revient du Gabon, il passe au Bénin et il va au Togo. Donc le but, c'est un peu pour encourager les lions à multiplier leurs efforts pour faire en sorte de collecter davantage de ressources à mettre à la disposition des plus démunis. Une opportunité que le gouverneur du district 403A4, Hervé Chiakpe, compte saisir. La première étape de cette sortie officielle a été le siège du district 403A4. Les lions du Bénin ont eu des échanges fructueux avec la délégation. Des échanges remplis d'attentes et de perspectives pour ces derniers. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir le président de notre fondation, celui de la LCIF. La LCIF est la fondation mondiale qui s'occupe de toutes les œuvres. Et recevoir aujourd'hui son dirigeant est un honneur qui est fait à notre district et à la République du Bénin. Après sa visite, nous espérons que les requêtes de financement que le district 403A4 va introduire auprès de la LCIF soient examinées, étudiées favorablement, puisque lui-même aurait vu de ses yeux l'état des lieux et aurait constaté par lui-même la bonne organisation, comment nous gérons de façon efficace les projets que nous avons déjà eu par le passé avec la LCIF. Un peu plus tard dans l'après-midi, la délégation du président du LCIF a visité la banque d'insuline d'Akpakpa, véritable joyau financé par le Lions Club International en 1995, qui constitue aujourd'hui une référence au Bénin et en Afrique pour son apport pour la santé des usagers atteints du diabète. La construction a coûté environ 172 millions de francs CFA à l'époque, dont 86 millions, soit 50% dégagés par la CE. Le ministère français de la coopération y a participé, Médico-Alliance Club de France, la LCIF et l'État béninois. Le système a été donc mis en service en janvier 1996. Aujourd'hui, nous suivons plus de 13 000 patients diabétiques à la banque d'insuline de Cotonou, avec une file active de plus de 6 500 patients diabétiques. Alors assurément, ça fait de nous le plus gros centre, non seulement du Bénin, mais peut-être l'un des centres les plus importants quand on regarde à l'échelle sous-régionale. Et derrière ces chiffres, ces statistiques, se cachent des hommes, des femmes, des enfants, autant d'histoires qui mettent en lumière l'importance capitale d'avoir un lieu comme celui-ci, où l'accès équitable aux soins est prioritaire avec une approche globale. La banque d'insuline, preuve de la transparence et de l'efficacité de la gestion du Lions Club par ses statistiques, est une œuvre pour la communauté. Elle permet aux malades atteints du diabète de se soigner à moindre coût. Elle diversifie aujourd'hui ses services qui s'étendent à l'ophtalmologie et bien d'autres domaines.
Les représentants du LCIF entendent déjà apporter les moyens pour son expansion. Quand on parle des unis, on voit des gens qui se piquent avec des unis, on voit des gens qui vont venir se faire piquer parce que c'est des indigents qui n'ont pas les moyens, ou venir acheter, n'est-ce pas, les unis. Donc honnêtement réfléchissez, et je pense que ce centre doit connaître, disons, une progression rapide. Il y a des équipements achetés, c'est certain, qui sont coûteux, parce que la technologie, tout prend l'ascenseur quand on parle disons, de l'équipement spécialisé. Donc je pense que vous pouvez rapidement monter un projet et vous pouvez être financé par la SCF. Au CNHU de Cotonou, la délégation du LCIF et celle du gouverneur du district K103A4 ont procédé au lancement de la réhabilitation du centre des Grands Brûlés, centre dont la construction avait été financée par le Lions Club International en 2011. Un acte de plus qui confirme la volonté de l'organisation à œuvrer pour le bien-être de la communauté. Rappelons qu'avant ce lancement, la délégation du LCIF et son hôte ont été reçus en audience par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Tainfoli. Un moment d'échange qui a permis de sceller des accords pour des accompagnements et des collaborations futures dans le social. La délégation du LCIF va poursuivre sa tournée au Bénin avec plusieurs audiences. Toujours dans le cadre de sa visite, le président de la Fondation internationale des Lions Club, Fabricio Oliveira, a été reçu par la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabi Talata, et le ministre de la Santé, Benjamin Humpati, le mercredi 19 novembre dernier. Le point de cette séance dans cet élément que nous propose ESAE TV. Série d'audiences du président de la Fondation internationale des Lions Club au Bénin ce mercredi 19 novembre. Fabricio Oliveira, accompagné du gouverneur du district K103A4, Hervé Tchakpe, a rencontré Mariam Tchabi Talata Zimé, vice-présidente de la République du Bénin. Avec la deuxième personnalité du pays, le président de la LCIF a réaffirmé les engagements de l'organisation à œuvrer pour le bien-être. Eu e os Leões de Benin, junto com o governador do Lions Clubs, tivemos a oportunidade de... Aujourd'hui, ensemble avec le gouverneur du district du Bénin, du district 403 à Bénin et Lions Club International, nous avons eu l'honneur de rencontrer Madame la vice-présidente du Bénin et nous sommes ici pour offrir au Bénin nos services de Lyon et notre capacité d'aider à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ça a été une réunion très très positive. Et Madame la vice-présidente était vraiment ravie parce que nous sommes ici pour offrir notre aide sans rien attendre en retour. Présentation des réalisations, vulgarisation de projets et d'autres points ont été abordés. Des échanges, plusieurs résolutions ont été actées. Nous avons beaucoup de projets comme ça et nous avons été très heureux que la vice-présidente dise que les compétences et les expertises locales pourraient être mises à notre disposition. Et ça va faciliter la qualité des dossiers que nous allons envoyer pour solliciter notre fondation. Donc, vous me voyez ici, c'est un gouverneur très heureux, un gouverneur engagé à travailler aux côtés des institutions pour pouvoir avoir de très bons dossiers et avoir de meilleurs financements pour l'utilité, pour l'usage de tous les Béninois que nous sommes. Après cette séance, Fabricio Oliveira et sa délégation ont été reçus par le ministre de la Santé, Benjamin Humpati. L'hôte a exprimé toute sa reconnaissance et son admiration pour les apports du Lions Club dans le domaine de la santé. Fabricio Oliveira a pris congé du ministre de la Santé avec des espérances pour une collaboration plus étroite. Le président de la LCIF a effectué des visites touristiques dans la soirée de ce mercredi. Dans un autre registre, au Bénin, ailleurs comme en Afrique, le numérique transforme et impacte beaucoup le quotidien de tout un chacun. Parlons justement du numérique, un sommet régional de haut niveau s'est tenu à ce sujet à Cotonou. À cette occasion, quelques acteurs du digital et des finances se sont donné rendez-vous
pour accélérer l'inclusion numérique et créer de nouvelles opportunités pour des millions d'Africains. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec la rédaction de Bénin TV. E-passeport, e-visa, paiement de factures en ligne, résultat des examens disponibles au bout d'un clic. Au Bénin, plus de 250 services publics sont dématérialisés, rapprochant l'État des citoyens et simplifiant le quotidien. Cette dynamique ne se limite pas qu'au Bénin, au Rwanda, au Sénégal ou au Kenya. Des innovations numériques transforment les services publics, les paiements et l'éducation, démontrant le potentiel immense du continent. M-Pesa est une autre plateforme qui illustre cette idée à suffisance. M-Pesa est une plateforme kenyane de paiement mobile qui a permis à des millions de personnes de gérer les risques, d'accéder au marché et d'organiser leur consommation quotidienne. L'Afrique n'est plus seulement consommatrice, contrairement aux autres domaines. Elle devient créatrice, innovante et influente dans l'économie numérique mondiale. Le numérique n'est plus une option, c'est une condition essentielle pour avancer. Mais malgré ces progrès, l'Afrique reste confrontée à plusieurs défis. Le taux de la population qui sont connectés en Afrique de l'Ouest, c'est à peu près 40%. C'est extrêmement important par rapport à l'Afrique centrale qui tourne autour de 23%. Et là encore, si on prend les populations connectées en zone urbaine et en zone rurale, c'est un désastre. 10 sur 2. Pour affiner les stratégies et aligner les ambitions, ces experts de l'écosystème du numérique et des finances de l'Afrique de l'Ouest et du Centre unissent leurs forces à Cotonou. L'heure est à la fédération des efforts afin de créer une synergie pour un secteur du numérique inclusif, durable, créateur d'emplois et d'opportunités pour l'Africain. La collaboration régionale amène une force qu'un seul pays ne peut pas avoir. Lorsque, par exemple, on dit qu'on veut faire une plateforme d'interopérabilité d'échange de données régionales, cela vient avec une approche coordonnée qui permet aux pays de pouvoir proposer à leurs citoyens des solutions. Par exemple, un citoyen béninois qui voyage au Rwanda n'aura pas besoin, une fois sur place, d'enregistrer nom, prénom, de faire scanner son passeport, etc. pour avoir accès à des services numériques. Donc aujourd'hui, la collaboration régionale est devenue un impératif pour nous, d'où l'importance de ce sommet co-organisé par la Banque mondiale et le gouvernement du Bénin. Et nous allons faire en sorte que cette collaboration soit adossée à des indicateurs concrets pour nos populations. Ce sommet régional sur la transformation numérique s'impose comme un moment décisif. Entre panel et keynote, experts et dirigeants ont 48 heures pour renforcer une ambition commune, combler la fracture numérique et offrir à des millions d'Africains l'accès à un monde où la connexion n'est plus un privilège, mais un droit. Clap de fin pour le sommet régional de Cotonou autour de la transformation numérique de l'Afrique. Entre panel, keynote et discours, les pays africains s'engagent. Point numérique au cœur du développement. Retour sur le point de la clôture avec sur la cérémonie de clôture avec nos confrères de Bénin TV. On regarde. Nous saluons les progrès accomplis dans nos pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre en matière d'inclusion, de gouvernance, de cybersécurité et de finances. Nous réaffirmons notre engagement collectif à construire d'ici 2030 un marché numérique africain unique, fondé sur la connectivité, la confiance, l'innovation et une IA éthique. En 2028, nous nous fixons plusieurs objectifs comme la réduction de moitié du coût moyen des données, l'extension de la couverture de la Banque mondiale, un large développement des compétences digitales, l'opérationnalisation de centres régionaux d'excellence en IA, puis une généralisation de l'adoption des services numériques et du statut de la souveraineté des données. Nous annonçons la création de 3 groupes de travail régionaux chargés de proposer des orientations opérationnelles sur la connectivité, l'intelligence artificielle, l'emploi numérique et l'économie digitale.
Cette édition se poursuit. L'édition 2025 du Salon numérique SENOM a été lancée le mercredi 19 novembre dernier. Cette année, les activités sont axées sur le thème IA, médias et numérique, entreprendre pour façonner notre avenir commun. Cette 7e édition de la SENOM réunit les acteurs clés du digital autour d'un même objectif, accélérer la transformation numérique au Bénin et dans la sous-région. Le point de la cérémonie de lancement avec ESAE TV. Cotonou, capitale du numérique, l'instant du lancement de la semaine du numérique qui s'est ouverte ce mercredi 19 novembre 2025. Une édition particulière qui porte sur le thème IA, médias et numérique, entreprendre pour façonner notre avenir. Cette édition de la SENOM est particulière. Elle est particulière parce que de plus en plus, ce que j'ai remarqué à travers ces différentes éditions, c'est que la SENOM s'est ouverte à l'ensemble de l'écosystème. Et ce sont les retours que j'ai aussi de l'écosystème. Chaque acteur de l'écosystème, désormais, vient en fait se rapprocher ou se plugger au wagon principal qui est la SENOM et proposer donc sa façon de pouvoir capter également les idées ou l'attention au moment de l'événement. Cette édition 2025 s'ouvre avec plusieurs innovations. Cette année, nous avons créé ce que nous avons appelé un espace benchmark. Nous avons voulu, au niveau de la SENOM, ouvrir un espace où en fait les délégations d'autres pays pourraient venir s'entretenir justement avec ce que j'appelais tout à l'heure notre force d'action, donc nos agences, le ministère du numérique, un certain nombre d'institutions qui peuvent donc leur expliquer ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, comment nous avons fait, quelles leçons nous avons apprises. Au cours de la semaine du numérique, l'intelligence artificielle sera au cœur des débats du 19 au 21 novembre 2025. Un outil qui devient incontournable en Afrique. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle nous oblige, les pays africains, à travailler ensemble parce que personne ne peut avancer seul. Parce que d'abord, les primordial, les fondements de l'intelligence artificielle, c'est computing power, la puissance informatique. Deuxièmement, c'est les datasets. Troisièmement, c'est les talents, nous en avons beaucoup. Et quatrièmement, c'est la gouvernance, ça veut dire harmonisation des politiques. Et cinquièmement, c'est le marché, le financement et tout ça. La cérémonie d'ouverture s'est achevée par une visite des stands d'exposition au Palais des Congrès de Cotonou. Les acteurs du Bénin sont formés à l'exploitation de l'outil d'évaluation et de soumission de rapports périodiques des États partis à la Charte africaine des valeurs, des principes de la fonction publique et de l'administration. C'est la Commission de l'Union africaine qui est à la manœuvre dans un atelier lancé par la ministre du Travail et de la fonction publique au Bénin. Démarrés ce lundi, les travaux ont pris fin jeudi dernier. Le compte-rendu de Canal 3 Bénin. En ratifiant la Charte africaine des valeurs et principes de la fonction publique et de l'administration le 28 mars 2019, le Bénin a franchi une étape décisive. Cet instrument régional entre aujourd'hui dans une phase résolument opérationnelle à travers cet atelier technique et stratégique lancé à Cotonou. Le présent atelier, qui fait suite à une initiative de la Commission de l'Union africaine, est crucial pour notre administration. Il ne s'agit pas seulement d'écouter, mais d'agir pour produire des résultats concrets dans l'application de la charte pour mieux servir et satisfaire les besoins de nos usagers clients. La charte de l'Union africaine adoptée en 2011 et entrée en vigueur en 2016 reste un instrument essentiel pour guider la transformation de gestion du secteur public à travers le continent. Cette session de travail témoigne de la détermination des États partis à défendre les idéaux d'une administration publique efficace, transparente et responsable. C'est dans ce contexte que le présent atelier est organisé pour le Bénin
afin de doter le Bénin de l'expertise nécessaire pour déployer efficacement l'outil d'évaluation en tant qu'outil de reporting, mais aussi en tant qu'instrument nécessaire à la réforme de l'administration publique dans les États parties. L'outil d'évaluation est le mécanisme conçu par la Commission de l'Union africaine pour accompagner les États membres dans la mise en œuvre de la charte et en rendre compte à travers les rapports périodiques qui seront élaborés. Cette rencontre qui se tient au Bénin est la 7e du genre organisée sur le continent. Cet atelier vise donc à nous fournir une compréhension approfondie de la charte d'une part et des lignes directrices pour l'élaboration des rapports et de l'outil SPAT lui-même d'autre part. Mais au-delà de la formation, le Bénin est honoré d'avoir été choisi comme pays pilote dans les pays francophones de l'Afrique. Les travaux de cet atelier de renforcement de capacité s'achèvent le jeudi 20 novembre prochain. Les conclusions des 4 jours d'échange qui seront transmises à l'Union africaine par les participants renforceront les interventions en cours relatives à la mise en œuvre de la charte. La place de l'Amazone à Cotonou a accueilli ce jeudi 20 novembre 2025, la journée mondiale de l'enfant. À l'occasion, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, l'UNICEF et ses partenaires ont levé un coin de voile sur une exposition autant pour moi qui s'est transformée en galerie à ciel ouvert ce jeudi. Elle porte sur les défis, les rêves et la résilience des filles au Bénin. Une immersion visuelle qui vient rappeler le droit de l'enfant, de même que l'urgence de protéger celle dont la voix porte encore trop peu. Reportage de Canal 3 Bénin. Titulé Filles, droit, résilience, l'exposition s'inscrit dans le thème « Ma journée mes droits », un appel à l'écoute et à la protection des enfants et surtout des filles. À l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, chaque œuvre exposée est un témoignage, celui de ces fillettes et adolescentes qui refusent d'abandonner leurs droits à un meilleur avenir. Pendant que certains d'entre nous rêvent d'horizons lointains, d'autres luttent pour des besoins essentiels, l'accès à l'eau potable, à une éducation de qualité ou tout simplement grandir à l'abri de la violence et de l'exploitation. Présente au Bénin depuis 45 ans, l'UNICEF chemine aux côtés du gouvernement et de ses partenaires pour garantir le bien-être des enfants. Cadre juridique, dispositifs sociaux, initiatives communautaires, tout est mis en place pour garantir un avenir certain aux plus jeunes. L'UNICEF poursuit son action de plaidoyer, de mobilisation de ressources et d'innovation afin de soutenir les gouvernements, de renforcer la voix des jeunes et inspirer un véritable changement. Je voudrais avant tout saluer l'UNICEF pour cette belle initiative et lui rendre un hommage appuyé pour son accompagnement constant auprès du gouvernement du Bénin dans son combat quotidien pour la promotion et la protection des droits des enfants. Les Pays-Bas sont dans le monde et ici au Bénin un partenaire de premier plan dans le domaine de sécurité alimentaire et de santé. Dans ces programmes importants tels que le Cash Plus Care et les cantines scolaires, notre attention se concentre en particulier sur les enfants et les jeunes. Cette célébration devient aussi un moment de renouvellement d'engagement. Tous les acteurs impliqués dans la défense des droits de l'enfant promettent à nouveau. Ensemble, nous pouvons briser les cycles de violence, d'exclusion et de pauvreté qui entravent encore la vie de millions de filles et d'enfants. Chaque fille, chaque histoire, chaque réussite est la preuve vivante que l'espoir renaît lorsque la communauté, la nation et le monde s'unissent pour protéger et éduquer. Ici, les images capturées ne laissent aucune place à l'indifférence. Elles racontent une bataille quotidienne menée par ces filles, mais expriment aussi une force inspirante. L'Alliance Droit et Santé a réuni ses membres à Cotonou ce vendredi pour la clôture du café débat placé sous le thème « Plaidoyer pour une prise en charge holistique et intégrée des survivants de violences basées sur le genre ». Le compte-rendu de l'événement signé ESAE TV. Je voudrais solennellement
déclaré ouvert le café débat plaidoyer pour une prise en charge holistique et intégrée des survivants des VBG. Je vous remercie. Cotonou, capitale de la lutte contre les violences basées sur le genre en Afrique de l'Ouest. Je dis coupez-moi la vessie et broyez-moi la testicule. Sinon, à quel moment celui qui te promettait amour devient-il ton bourreau? Ce vendredi, la capitale économique du Bénin accueille le café débat plaidoyer pour une prise en charge holistique et intégrée des survivants des VBG. Depuis 2013, depuis plus d'une décennie, nous mobilisons les communautés à travers ce type de rencontres pour influencer, bien entendu, les décideurs publics à placer ces questions, ces thématiques de DSR et de lutte contre les violences basées sur les genres afin qu'ils les placent au cœur de leurs priorités. Et nous avons eu l'occasion de constater que pour le Bénin est déjà sur la voie du succès. Une voie qui est caractérisée selon les participants par l'arsenal juridique en la matière, la mobilisation des différentes parties prenantes, mais également des actions menées par la section Bénin de l'Alliance Droit et Santé. Nous avons initié des tables rondes et au cours desquelles nous avons donné la parole à tous les acteurs, aussi bien les cibles que les bénéficiaires des actions qui sont menées en matière de lutte contre les violences basées sur le genre. Et je crois que les journalistes ont joué un rôle formidable à travers toutes les productions qui ont été faites pour sensibiliser le public, pour sensibiliser également les décideurs sur la situation actuelle de la lutte contre les violences basées sur le genre dans notre pays. Une initiative qui vise, entre autres, à inciter un changement de comportement. L'enjeu, mettre en évidence la problématique et y trouver des solutions efficaces. L'idée, c'était collectivement de pouvoir porter un plaidoyer sur la question des violences basées sur le genre, puisqu'on constate que nos différentes autorités signent et prennent des dispositions, signent un certain nombre de textes, notamment des textes internationaux, mais dans l'application, il y a un énorme gap dans ces différents pays, y compris au Bénin, dans la résolution de cette problématique et le fait d'en faire une priorité politique et affecter des budgets nécessaires à la prise en charge des survivantes et victimes de violences basées sur le genre. Il a également été question lors de ce café débat de faire le point des différentes activités menées par l'Alliance ces dernières années. Nous avons enclenché une campagne depuis environ 2 ans et c'est le clou de l'événement qui est ce jour pour pouvoir faire la synthèse de tout ce que nous avons fait depuis, que ce soit en communauté, que ce soit vers les institutions, parce que nous avons fait des plaidoyers envers, par exemple, l'INF, envers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, envers les têtes couronnées. Nous sommes allés vers, par exemple, Tassi Rangbe, et vous savez bien ce que elle représente au Bénin ici, qui est la protection des femmes en quelque sorte. Cette causerie, au travers d'un panel, a permis d'évoquer l'arsenal juridique béninois ainsi que les réalités du terrain. Occasion de faire quelques propositions à l'endroit des organisations de la société civile. Toutes les ONG ne peuvent pas faire les mêmes choses. Il faut que chaque ONG se focalise sur des thématiques. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire en ce qui concerne les femmes et les enfants. La même ONG ne peut pas s'occuper des femmes et en même temps des filles, ou en même temps des enfants, des personnes handicapées et autres. Chaque problématique a ses réalités, a ses besoins, et il faut des accompagnements spécifiques pour chacune de ces personnes victimes, soit des violences basées sur le genre. Une cérémonie qui a réuni plusieurs leaders communautaires, de quoi confronter la loi et la religion, mais aussi les cultures endogènes. L'essentiel pour nous est que nous puissions communiquer par rapport à cette pratique, par rapport à ce comportement que certains développent et qui est contraire au bon sens. Donc un imam est celui-là qui a le premier rôle, non seulement de diriger la prière, mais aussi d'inculquer le bon comportement qu'un musulman ou non doit avoir dans la société. Ce que Dieu recommande, tu dois le leur dire. Ce qu'il interdit, tu dois le leur rappeler pour qu'ils s'en écartent
et avoir un comportement décent, conforme au Coran, aux textes de la République et pourquoi pas aux cultures et coutumes. L'Alliance Droit et Santé, il convient de le notifier, est un réseau d'organisations non gouvernementales pour les femmes d'Afrique qui réunit 22 organisations de la société civile dans 6 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali et le Niger. La Banque mondiale a échangé ce mardi 18 novembre 2025 avec les étudiants de l'École nationale d'économie et appliquée de management ENEAM autour de la question de l'employabilité. L'objectif est de présenter les actions de l'institution et permettre aux étudiants de mieux comprendre les enjeux liés à l'emploi des jeunes. Une rencontre appréciée, ponctuée de partage d'expériences et d'impressions. Des propos recueillis par ESAE TV. La conférence de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre sur l'employabilité s'est ouverte ce mardi 18 novembre à l'École nationale d'économie appliquée et de management ENEAM en présence de plusieurs personnalités et d'étudiants attentifs. Les acteurs financiers et économiques ont échangé avec ces derniers sur la question de l'employabilité. Objectif : présenter la Banque mondiale et recueillir les impressions des étudiants sur les enjeux liés à l'emploi. La jeunesse, évidemment, est le porte-flambeau de tout pays et c'est elle qui fait le développement. Il faut investir sur sa formation et c'est important pour nous donc d'avoir eu cette opportunité d'échanger avec une composante importante de la jeunesse béninoise, les étudiants. Ça nous a donné l'opportunité de les écouter par rapport à leurs études, par rapport à leurs aspirations et également d'expliquer ce que la Banque mondiale fait dans ce pays, mais au-delà, au regard de leurs aspirations, c'est d'expliquer la vocation de notre institution et son ouverture sur le monde. Et donc pour la nécessité pour les jeunes béninois, d'où qu'ils viennent, de croire qu'ils peuvent aussi rentrer à la banque. L'objectif pour moi était de démystifier notre organisation en donnant la possibilité aux jeunes Africains de le comprendre. Cet échange permettra dans un futur proche aux étudiants de mieux se former et de découvrir les institutions partenaires qui accompagnent le Bénin dans sa modernisation et son développement. Ces expériences-là nous permettent d'ouvrir l'horizon des étudiants qui sont à l'ENEAM pour qu'ils comprennent les enjeux contemporains, tout ce qui se passe dans le pays. Et je crois que c'est une bonne occasion dont nous avons su profiter. En fin de rencontre, quelques étudiants ont partagé ce qu'ils en ont retenu. La Banque mondiale accompagne beaucoup de projets, notamment avec le financement pour développer les ressources agricoles, la sécurité nationale et tout ce qui a trait aux gestions des infrastructures. Et à travers les compétences que nous avions reçues déjà dans notre formation, nous devons aller encore au-delà pour pouvoir apporter notre aide dans cette dynamique pour pouvoir résoudre des problèmes actuels et notamment pour développer les ressources qui sont disponibles mais qui seront épuisables pour pouvoir favoriser une bonne gestion et une meilleure vie pour les générations futures. La Banque mondiale œuvre pour le développement durable dans les pays, surtout les pays en voie de développement, et à travers divers projets contribue à l'amélioration des conditions de vie et à la stabilité économique de ces pays. Elle m'a donné envie de beaucoup apprendre, de développer sur moi, d'avoir pas mal de compétences afin de pouvoir participer tous les jours au développement des pays qui en ont besoin. Une conférence fortement appréciée par les deux parties, avec des étudiants désormais mieux informés sur ce qu'implique la notion d'employabilité des jeunes. Les relations délicates entre le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko ont alimenté le débat politique depuis quelques semaines. Le désaccord né de la nomination de Mimi Touré à la tête de la coalition Diomaye président avait été interprété comme une remise en cause du poids politique du Premier ministre Sonko, ouvrant une période de tension au sommet de l'État. Une situation qui relève de l'anormalité selon l'analyste politique Agapite Napoléon Maforican. Suivez dans cet élément un extrait de son argumentaire, des propos recueillis par ESAE TV. Disons qu'on n'a pas besoin d'en dire trop sur cette situation qui relève d'une normalité, disons, du champ politique.
N'oubliez pas que Diomaye Faye est un président par défaut et que le titulaire c'est Sonko. Et que même si Sonko avait fait comme mauvaise fortune bon cœur, il n'oublie pas que c'est grâce à lui que Diomaye Faye est là. Mais je fais que c'est Diomaye Faye le président et lui Sonko le Premier ministre. Il est obligé, jusqu'en 2029, si je me trompe, de jouer les seconds rôles, même s'il est ministre du gouvernement. Alors donc vous comprenez déjà que les relations qui avaient déjà commencé à être froides il y a quelques mois, ils ont essayé de gérer, aient pu encore se refroidir davantage, et il en serait ainsi jusqu'à l'année électorale. On verra qui des deux et passera le cap. Et c'est là que se jouera, c'est ça l'enjeu, c'est là tout l'enjeu, le leadership au niveau de cette coalition. La sagesse aurait voulu que Diomaye Faye laissait Sonko, à Sonko ce qui lui revenait. Et donc, il se tisse autour de l'homme ces genres de situations, de cas, qui ne sont pas bien perçus de l'autre côté, où on a envie aussi d'être calife. Donc, vous comprenez que ce qui se passe aujourd'hui relève d'une normalité humaine. Après, est-ce que ça bloque les institutions? Pas vraiment. Ça tourne. Même si le Premier ministre dit je se mets en congé, le gouvernement va tourner sans lui. Donc du coup, ça ne bloque pas les institutions. Mais comme les médias adorent les petits potins, que cette situation, c'est ouvert et puis ça peut être commenté dans tous les sens. Tant que ça ne bloque pas le fonctionnement régulier des institutions, je pense que ça relève d'une normalité de jouer des acteurs, de jouer des intérêts, et qu'on espère qu'ils ne se ridiculiseront pas ces deux personnalités devant l'opposition, notamment le camp Sall, Macky Sall, qui aura tout l'air heureux de se moquer de ces deux qui ont fait rêver les Sénégalais, surtout la jeunesse sénégalaise et la jeunesse africaine. Les représentants des différents pays de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, se sont réunis la semaine écoulée à Cotonou pour la clôture du village du cinquantenaire. Moment pour eux de procéder à certaines distinctions et rendre des hommages. ESAE TV y était, voici son reportage. Clap de fin sur le village du cinquantenaire de la CEDEAO. Pendant 3 jours, Cotonou s'est transformé en plateforme d'échange, d'idées et de culture. Ce vendredi 14 novembre, c'est l'apothéose avec la grande soirée culturelle. Ne vous attendez à aucune prière, parce que chacun son touché le coiffeur. Donc si vous êtes stressé, stressez-vous. Ça passera. Devant un parterre d'invités venus des différents pays de la communauté économique, des États de l'Afrique de l'Ouest et d'autres espaces, le représentant résident de l'institution sous-régionale au Bénin a exprimé toute sa satisfaction. Je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui ont participé depuis 3 jours à animer cette salle et ses alentours. Nous avons eu droit à effectivement une belle fête de commémoration. Votre présence à cette soirée culturelle de clôture du village du cinquantenaire honore la CEDEAO et honore notre président de la commission, dont je vous apporte le salut. Des sentiments de fierté et de gratitude que partage le ministère de la Culture, du Tourisme et des Arts du Bénin. Fierté de voir encore une fois que l'Afrique de l'Ouest demeure un espace de création, de partage et d'humanité à l'occasion de la célébration du demi-siècle de notre organisation sous-régionale. Gratitude pour chaque voix, chaque geste, chaque rythme, chaque éclat de lumière qui a traversé cette soirée et qui continue de tisser notre grande toile communautaire. Ce festival de la CEDEAO n'est pas une simple rencontre artistique. Il est une expérience
celle qui a scellé les 50 années de cette organisation qui se raconte, qui danse, qui chante, qui écoute et qui apprend. Cette soirée a également été le lieu pour le comité d'organisation d'honorer et féliciter les différentes personnalités vivantes et disparues qui ont laissé leur empreinte dans la lutte pour l'intégration des peuples. Des hommages rendus aux pères fondateurs de la communauté en reconnaissance d'un demi-siècle d'intégration. Il a travaillé sans relâche pour que la CEDEAO demeure un espace de coopération, de stabilité et d'espoir. Il croyait profondément en la capacité de nos peuples à se dépasser et en la force des institutions régionales pour transformer nos aspirations en réalité. Un tableau folklorique composé de troupes venues du Niger, du Nigeria, du Togo et plus encore ont permis de clôturer cette célébration. Nouvelle politique municipale en matière de mobilité urbaine. Ce dispositif est une réponse au stationnement anarchique, aux occupations illégales de la voie et aux comportements empêchant au quotidien la fluidité de la circulation dans cette ville. Reportage signé Canal 3 Bénin. Après la municipalité de Cotonou, celle d'Abomey-Calavi procède à l'ouverture de sa fourrière. C'est un dispositif pensé pour remettre de l'ordre dans la circulation, mais aussi pour freiner l'incivisme qui étouffe progressivement les grands axes. La mise en place de cette fourrière répond à plusieurs enjeux essentiels, notamment l'amélioration de la circulation et du stationnement dans nos rues, en intervenant rapidement sur les véhicules gênants ou abandonnés et le renforcement de la sécurité en évitant les risques liés à des véhicules dangereux, épaves ou mal stationnés. À travers l'arrêté communal portant création, composition et fonctionnement de la fourrière municipale, les motos à 2 roues, les tricycles et autres véhicules mal stationnés s'exposent à une mise en fourrière. Avant d'entrer en possession de son engin, le propriétaire devra s'acquitter des frais relatifs à l'enlèvement de l'engin et à la garde du véhicule. Toute mise en fourrière est ordonnée par un officier de la police judiciaire. Face à la croissance rapide que connaît Abomey-Calavi et l'augmentation du trafic, il devenait donc impérieux de disposer d'un espace adapté pour la gestion des véhicules en infraction, abandonnés ou dangereux. Cette fourrière vient donc répondre à un besoin réel et urgent. Vous comprendrez dans les jours qui suivront que cette fourrière que nous inaugurons aujourd'hui vient assurer notre sécurité. Cette initiative marque le point de départ d'un dispositif désormais incontournable. Abomey-Calavi espère aller vers une gouvernance plus rigoureuse de l'espace public. La ville de Cotonou a accueilli le week-end écoulé la première édition de la CAM Bénin, une compétition de football qui a réuni des équipes de plusieurs quartiers et régions du Bénin. Le point dans ce reportage que nous propose ESAE TV. Cotonou, capitale du football en Afrique, l'instant d'une compétition. La CAM Bénin 2025 a démarré ce samedi 15 novembre au centre sportif Soweto. Enlevé de rideau, un match de gala entre artistes et influenceurs lance les hostilités de cette première édition de la CAM Bénin. Ce duel est remporté par l'équipe des artistes, menée par Vano Baby au tir au but 3 buts à 1. C'est l'esprit de Cristiano Ronaldo qui m'a Je suis d'ailleurs le manager de toute l'équipe qui est composée des artistes. Qui a fait le recrutement. Et je découvre encore de nouveaux joueurs à Jaffor. Concernant la compétition proprement dite, Verdoko a dominé Fiji-Rossel en match officiel d'ouverture, 3 buts à 1. Au début, bon, on n'a pas laissé l'adversaire, on ne l'a pas sous-estimé. Bon, on a fait ce qu'on peut pour arracher la victoire. C'est un peu ça. Après cette victoire, on vous promet
d'autres football pour les matchs à venir. Au terme des différents matchs, l'équipe qui réussira à tirer son épingle du jeu sera qualifiée pour la compétition sous-régionale. Différents prix sont réservés aux meilleurs joueurs, meilleurs buteurs de cette compétition du football au Bénin. Et puis on parle toujours sport. Cette fois-ci, on parle de la Ligue professionnelle de football, la saison 2025-2026. Damissa FC s'impose face à Espoir FC sur le score de 1-0 lors de la 9e journée de la Ligue professionnelle de football. Une victoire qui permet aux hommes de Ndali de remonter après leur défaite contre Coton FC ce mercredi. Suivez les impressions des deux coachs au micro de ESAE TV. Oui, une belle rencontre, comme vous l'avez souligné. Et en première mi-temps, c'était notre plan de jeu, c'est de fermer toutes les lignes défensives, ne pas encaisser et procéder en contre. Et malheureusement, sur une faute de notre défense, nous avons encaissé un but qui a été fatal pour nous. On a encaissé, donc on a plus la chance de chercher à toujours fermer derrière. Maintenant, il faut sortir pour pouvoir aller chercher des gardiations, ce qui a fait ressentir notre jeu en deuxième mi-temps qui a changé. Bon, le score est bien mérité. L'équipe adverse aussi a beaucoup défendu ses buts. Ils ont protégé le but, ils ont su gérer le match. Malgré tout, les tentatives pour pouvoir venir à l'égalisation, nous n'avons pas pu. Bon, c'est un match de football, ça arrive. Oui, les ressources que nous allons exploiter, on a beaucoup travaillé pour. On a beaucoup travaillé pour et ça est en train de devenir petitement. Ça reste encore à corriger. Et ça reste, je vous promets que vous allez toujours voir de beaux football au niveau de l'Espoir de Saint-Malo et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir réussir dans le championnat bénin. Oui, c'est vrai, parce que les matchs contre le Coton, si vous voyez bien, on a donné les matchs au début jusqu'à la fin. Mais comme on a pris un big bet après le mi-temps, en deuxième mi-temps, on a pu égaliser les billes. Mais après avoir égalisé les billes maintenant, avec erreur des gardiens, un tir de 40 mètres qui a surpris les gardiens, qui a fait qu'on a encaissé les deuxième but. Je veux dire que c'est ça qui a tué un peu les morales des joueurs parce qu'on espérait d'encaisser un but bête comme ça. Mais avec tout ça, les joueurs on a essayé d'égaliser, mais malheureusement on n'a pas pu égaliser. Mais quand même, les matchs on a perdu, mais moi je suis content parce que les joueurs sont mouillés les maillots, on a dominé les matchs. Mais seulement c'est la victoire qui n'est pas à notre côté. Oui, parce qu'après les matchs déjà, si je vois, on a eu 3 matchs déjà, parce qu'on a joué le week-end, et puis on vient de jouer encore mercredi. Dans 3 jours encore, on joue un autre match. Voilà, les joueurs sont un peu fatigués. Maintenant, on a essayé de gérer mentalement et aussi de voir ce qu'il faut faire pour que les joueurs ne soient pas trop fatigués dans les matchs qu'on a joué aujourd'hui. Il y a beaucoup de consignes aux joueurs et aussi ils sont adaptés à la consigne. C'est ça qui a fait que aujourd'hui, les joueurs sont un peu fatigués. Voilà. Et puis ça fait se comprendre. Parce qu'on a joué 3 matchs comme ça, successifs. Ça fait qu'ils sont un peu fatigués aujourd'hui. Sinon, si les joueurs sont dans bon pot, je sais qu'aujourd'hui, on va même marquer plus que ça. On parle à présent du récapitulatif des matchs de la Ligue professionnelle de ce week-end. Aspac FC bat 1-0. Banigansé FC, même score pour Damissa FC et Espoir Savalou FC. Match nul pour Asvo FC face à Ayema FC et Coton FC face à Buffle FC. USS Kraké FC s'incline face à l'AS Cotonou. 1-0 pour Audio FC et Sobemap FC. 2-0 pour Loto Popo FC et Dynamo d'Abomey. Match nul pour JSP et Dragon FC. Et enfin, 2-0 pour Cavalier FC et Dadje FC, en faveur bien évidemment de Cavalier FC. Et voilà, chers internautes, c'est sur ce récapitulatif que prend fin cette édition. Merci d'être restés des nôtres. Merci pour votre fidélité. Excellente soirée en compagnie de nos programmes sur ESAE.